Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro Bruxelles Mobile. Nous avons le plaisir d'accueillir pour ce numéro Salim Hawesh. Salut Salim. Salam alaikum. Ça va, tu vas bien? Ça va. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. On va commencer par peut-être une petite présentation, si tu pouvais te présenter. Qui est Salim Hawesh? Alors, je regarde quoi? Là? Tu me regardes moi, il y a deux caméras qui sont là, il y a une petite caméra qui va nous suivre. Et tu regardes où tu veux, tu peux regarder le ciel. Moi c'est Salim, j'ai 39 ans, je suis directeur artistique de Ras Hanout, qui est une petite institution maintenant à Bruxelles qui existe depuis une dizaine d'années, qui fait de l'éducation permanente, de l'expression de la créativité et des productions théâtrales, art de la scène, amateurs ou professionnels. Et mon parcours, j'ai plutôt une longue carrière dans le commerce, qui est aussi une forme de spectacle un peu, la vente, etc. J'ai appris plein de choses là-bas, le néerlandais notamment. Et je dois dire que ça m'aide maintenant dans mon parcours artistique de parler le néerlandais parce que effectivement le monde culturel flamand est beaucoup plus ouvert que le francophone. Et donc j'ai démarré Ras Hanout avec une bande d'amis pour juste s'amuser. Et on a fait une première pièce qui a très fort marché, Fruits étrangers, qui racontait nos histoires de racisme et de discrimination. Et ça faisait c'était un petit ovni. Parce que du coup, on voyait des gens prendre la parole en tant que sujet et pas objet. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a continué. Et puis, à chaque fois, on se lançait dans un nouveau délire. Donc, l'étape d'après, c'était 380 jours avec un certain Mohamed Wachen à la mise en scène. Oui, je me souviens, c'était une belle aventure d'ailleurs. Pièce qui a beaucoup tourné, qui a aussi beaucoup marqué les esprits. Et qui nous a permis aussi d'aller un peu plus loin dans ce qu'on voulait faire en mieux. Parce que l'histoire d'Ras Hanout, c'est ça, c'est des gens qui viennent pour débattre, il y a des gens qui viennent pour créer des pièces. Et puis c'est une expérience qui est suffisante pour certains, et puis pour d'autres, il y a la volonté d'aller plus loin, de professionnaliser, de travailler, d'essayer de nouveaux concepts. Donc on a commencé à faire des ateliers théâtre parce qu'en fait, on se rendait compte qu'il y avait beaucoup de jeunes qui avaient envie de faire du théâtre en nous voyant faire du théâtre. Et là, par exemple, la dernière pièce, Andy Van Gogh, j'étais en même temps amusé, mais pas vraiment surpris. Il y avait une professeure qui est venue et donc notre chargé de diffusion lui parlait, elle disait moi j'ai pas trop accroché au spectacle. Et les élèves, ah madame on a trop aimé. Ah non on s'est reconnu, on était là, tu vois. C'est des choses qui arrivent souvent, ça. Le goût des profs ne sont pas les mêmes que les goûts des... Ouais, et des fois on dégoûte les élèves du théâtre parce que le prof amène les élèves voir un truc que lui il aime bien ou qu'elle aime bien et les élèves pas forcément, et donc ils dorment, enfin voilà, donc il y a théâtre et théâtre quoi. Et des ateliers théâtre, et puis on s'est lancé dans le théâtre action. Alors à Ras Hanout il y a beaucoup de voyages, il y a beaucoup de nourriture, donc ça c'est des constantes. Et on s'est formé au Québec, et puis donc le théâtre forum c'est quelque chose qui nous a beaucoup nourri dans les ateliers, mais aussi dans, je sais pas combien de spectacles d'attraction on a créé, une dizaine. Puis ça se retrouve même des fois un peu disséminé dans d'autres spectacles. On a créé le festival Salam Alaikum avec un voyage, c'est pour ça que je rigolais quand je voyais la GoPro, parce que quand on était à la Mecque, du coup on filmait, on a utilisé ces images pour le spectacle. Mais quand je sortais l'appareil photo, les gardes ils étaient là, même dehors. Mais la GoPro, ça y est, tu pouvais te balader, personne qui te disait rien. Interdit. Ouais, on peut sous-titrer, on peut chercher sur internet, sinon chacun... De toute façon, c'est des Bruxellois qui nous écoutent, donc voilà, c'est ça. Ils sont trilingues. Mais peut-être avant d'aller plus en profondeur par rapport à Ras Hanout, quel était quel était le déclic entre quelqu'un qui travaille dans le commerce et le fait de se dire moi j'ai envie d'investir dans le monde culturel. Pour toi, quel a été le contexte ou le déclic qui a fait que... Il y a un truc en deux temps. Il y a d'abord ma première scène, vraiment. C'était quelque chose. On était en 2001. J'étais membre du Cercle des étudiants arabo-européens qui organisait une big conférence sur le choc des civilisations aux Janson en 2000 personnes. Et moi, j'avais rien dit à personne, mais je faisais la première partie de Pitch et Banda, qui était dans l'auditoire Chavannes, un fou noir au pays des Blancs. Et d'ailleurs, le Cercle Librex qui organisait n'avait rien dit à personne non plus. Donc les gens pensaient voir Pitch et Banda, ils me voient arriver. Et donc, je commence à tester quelque chose. Je teste quelque chose, ça a du mal à démarrer et je vois que ça marche. Et ce que je cherchais, c'est d'avoir des réflexions à travers l'humour, à travers le théâtre. De pouvoir, moi, apprendre, mais aussi pouvoir transmettre, pouvoir interroger.
Et ce petit quart d'heure que j'ai eu là, en première partie de Pitché Banda, c'était le moment où je me suis dit, il y a quelque chose à faire. C'est pas juste du divertissement, c'est pas juste de l'intellectuel, c'est un amalgame, c'est le Ras Hanout, c'est un mélange. Et puis le deuxième moment, j'étais je crois un peu dans un tournant de ma vie professionnelle, j'avais réalisé beaucoup de choses. Et puis, en fait, c'est du contexte politique. C'est-à-dire qu'en fait, économiquement, la Belgique se portait très bien tant qu'il n'y avait pas de gouvernement. Vous vous souvenez, 541 jours. Et puis, finalement, il y a un gouvernement qui a commencé à faire comme tous les autres en Europe, à prendre des mesures d'austérité. Et le contexte économique a vachement changé. Et moi, dans le commerce, j'étais plutôt un attaquant. Et là, il fallait se retrouver à défendre. Donc, j'étais pas bien dans ce que j'étais en train de faire. Et le gouvernement décide d'arrêter les créditants sans motif. Nous, on a fait le tour parce qu'on était dans un centre culturel pas loin d'ici et on nous a éjectés pour une raison bancale. Donc on était un peu paumés. Et donc là, on se dit, on achète le bâtiment en 2015 parce qu'on a besoin d'être vraiment indépendant. Et moi, je prends une pause carrière pendant 1 an et demi. Je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Puisqu'il le supprime, donc voilà, merci Charles Michel, si tu me regardes. Voilà. Donc je me suis dit, c'est maintenant. Et c'est 1 an et demi, on s'est lancé. Ça a vraiment dit, ok, là c'était en mode test. Je me dis, ok, là il y a quelque chose. C'était chaud de fou, parce qu'on se trouvait dans un hangar, vraiment, dans un dépôt, on appelait le dépôt, ça s'appelait pas encore l'épicerie. Et il y avait tout à faire, les travaux, les projets, c'était une galère de fou. Je me dis, là il y a quelque chose, et je me suis imaginé, là où on en est déjà maintenant aujourd'hui, je m'imagine encore dans 5 ans, je me dis, ce lieu, il est unique. Ce qu'on offre, il est unique. Il y a des gens qui viennent là, parce qu'ils ont des parcours dans l'académie, foulard ou pas foulard, enfin les rôles clichés, machin et tout. Et ici, de quoi tu as envie de parler? Ok, on va t'aider à dire ce que tu as envie de dire. On va t'aider à faire ce que tu as envie de faire. Et ça, je sens que c'est quelque chose qui... Voilà. Pour continuer un peu l'histoire de Ras Hanout, il y a l'épicerie qui est un genre de centre culturel. Ouais. Comment, selon toi, s'inscrit ce projet dans le secteur culturel? Ça s'inscrit dans une logique de rupture en fait, de rupture de mode de fonctionnement qui est du coup beaucoup plus horizontal. On n'a pas entendu qu'on nous donne un lieu pour faire quelque chose. On avait envie de faire quelque chose, on s'est donné les moyens de le faire et ça c'est quelque chose qui est vraiment dans l'ADN de Ras Hanout. Si on a une idée en tête, on va la faire. Alors il y en a qui vont soutenir, il y en a qui ne vont pas soutenir, mais c'est pas grave. Et puis, et la rupture, c'est aussi sur le type de projets qui sont légitimes à nos yeux. La rupture, c'est aussi sur ce qui s'y passe à l'intérieur, de vivre avec tout ce qui fait notre identité. À l'époque, on se disait jeune, bruxellois, musulman. Bon, il y a un moment donné, à force de le répéter, c'était un peu moins vrai, jeune en tout cas, de l'être. Mais on voit qu'il y a des choses qui dérangent. Et par exemple, tout ce qui est lié à l'identité musulmane avec l'expression artistique, c'est quelque chose qui pose vraiment question. Et chez nous, c'est quelque chose qui est tout à fait réconcilié. Il y a aucun... Quand tu dis chez nous? Chez Ras Hanout. Ouais, ok. Et assumé. Ah, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et du coup, il y a toute une créativité qui est là, qui a des fois un peu du mal à se trouver aussi ailleurs. Je crois que c'est aussi la logique vachement horizontale. C'est-à-dire qu'on est là, on a des ateliers participatifs et puis ensuite il y a des pièces qui émergent mais qu'on fait ensemble. Là où des fois des jeunes participent à des initiatives culturelles et se rendent compte qu'ils sont instrumentalisés, que le metteur en scène il a déjà une idée et en fait c'est des figurants qui cherchent, c'est pas des comédiens, c'est pas des créations collectives. Et donc se retrouvent des fois dégoûtés quand ils voient le résultat final, on se dit mais en fait c'est pas ça que j'avais envie de dire. Mais c'est la vision de l'animateur, du metteur en scène. Et en même temps, cette rupture permet aussi des choses. Elle permet aussi des rencontres. Et donc, il y a des institutions qui sont venues vers nous. Nous, on a été vers des institutions aussi. Et donc, c'est vrai qu'on a de très bonnes relations avec le KVS, avec les Riches Clairs. Là, cette saison, on joue au cinéma, au Bronx, au Criquelard. L'année passée, on était aussi avec le Whip Cope, qui est un super truc qui existe du côté flamand. Donc il travaille les work in progress et on a pu lancer une première pièce dans ce circuit-là, mais du coup sous un accompagnement professionnel. Et là on a une deuxième pièce qu'on a inscrite dans ce circuit qui en plus a été nominée au prix Roel Verniers en Flandre, qui est le prix Théâtre Festival. Et donc c'est frais de ne dépendre de personne. En fait, je crois qu'il y a une fraîcheur de l'indépendance.
Et vraiment une liberté de se dire, ok, qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire. C'est important pour vous, cette liberté de création et liberté de penser l'art et la culture? Ouais, c'est fondamental. C'est fondamental, vraiment. On a fait le tour. On savait que, enfin, je crois moi plus que d'autres, et même si je n'avais pas pris toute la mesure, qu'on allait s'enterrer à l'épicerie pendant quelques temps. C'est-à-dire qu'on était vraiment la tête dans les travaux. Survivre chaque mois, c'était une galère de fou. Les gens aussi du public, ils passaient des fauteuils du Théâtre Royal du Parc à les premières à l'épicerie. Il n'y avait rien. On a dû chercher à aller des bancs chez le foyer, chez Yes à côté, des bancs, des chaises. Il n'y avait pas de chauffage la première saison, il n'y avait pas de porte. Il n'y avait rien. Donc c'est vraiment une étape de galère, mais qui était nécessaire. Et maintenant, c'est vrai qu'on est en train d'en sortir. Et je me dis, c'était une galère de fou, mais ça valait la peine et c'était indispensable. No pain, no gain. Et comment s'inscrit votre lieu culturel dans le quartier? Parce que vous êtes à Molenbeek. Ouais. Quelle est la relation que vous avez avec le quartier? Eh ben, je dois dire qu'en fait, là aussi, on a beaucoup parlé de Molenbeek ces dernières années. Donc, Mais on a un rapport, je crois, au quartier qui est probablement différent. Parce que souvent, on essaie d'inscrire dans un côté territorial où il y a un ancrage fort local. Et en fait, nous, notre ancrage, il est à l'échelle de l'ensemble de la région bruxelloise, avec un focus sur la zone canal et les jeunes de 18-35, de 15-35. Et je trouve ça intéressant aussi, pas juste de travailler avec les gens du quartier, mais de faire venir des gens dans ce quartier. De les faire venir pour découvrir au cœur du vieux quartier de Molenbeek Village, un théâtre. Et avec des petites surprises. Je me souviens une fois, parce qu'on avait à l'époque j'ai encore une porte de garage, il y avait une dame, elle ne voulait pas sortir de son taxi tant qu'on n'avait pas ouvert la porte. Elle ne voulait pas se retrouver sur le trottoir de Molenbeek. Donc du coup, vous avez dû la porter jusqu'à l'intérieur. Ah non, mais on rigolait. On dit, mais attends, on va ouvrir les portes, mais venez, ne vous inquiétez pas et tout. Et une fois, on a reçu Yann Yambon à l'épicerie. Ok. Et alors, il y a des gens du quartier qui l'ont reconnu. Ah Yambon, qu'est-ce que tu vas dire que c'est un trou à rats ici? Moi, j'ai jamais dit ça. C'est les médias. Vous savez comment ils sont les médias? Bien sûr. Vous savez comment ils sont. Et donc le jeune du quartier, il est bavard, on va se prendre en photo. Et donc ils se sont pris en selfie avec Yambon pour lui montrer que Molenbeek, c'est une commune où on vit. C'est pas une commune parfaite, mais c'est une commune où on vit. Donc voilà, ça c'est ce genre de choses qui marchent bien, l'environnement avec le quartier. Et puis après, c'est une petite salle de 100 personnes. Mais c'est vrai que le samedi, dimanche, ça vit. Ça vit. Ouais. Entre les ateliers que nous on a 4-5 par jour, Teen pareil, Teen Talented Youth Network qui font des formations. Et donc ça vit énormément. C'est pour ça qu'on est reparti dans un autre cycle de rénovation là maintenant. On a tout pété, on a tout ouvert, on a construit 3 nouveaux locaux. Parce que là actuellement, comme nos lieux sont en répétition, par exemple aujourd'hui on est samedi, je ne sais pas si je peux dire qu'on est samedi. On est mardi, je ne sais pas quel jour ça va être diffusé. Je ne sais plus quel jour on est, c'est pas important. Imaginons on est samedi. Imaginons que nous sommes samedi. Eh ben, il y a un groupe qui répète à la Leduca, il y a un autre qui est à Touré Taxi, il y en a un autre qui est au Cube et il y en a qui sont au Vartkapoum. Juste pour te dire, les gens sont voilà. Et Etienne, ils sont à rue de Genève à Molenbeek. Donc, machallah. Les projets de l'épicerie pour demain. Bien pour demain, on aimerait bien avoir terminé déjà les travaux en fait. Au niveau infrastructure, on a des gros trucs. Donc là, on est sur le système de ventilation, au niveau sanitaire au rez-de-chaussée, une nouvelle salle d'atelier au rez-de-chaussée. Donc il y a beaucoup de choses avec le Covid qu'on a accéléré pour avoir par exemple de la lumière naturelle, de la ventilation aussi naturelle ou mécanique, et puis des salles d'atelier, des salles de répétition qui soient plus grandes. Et en tout cas, ce qu'on aimerait bien, c'est être un peu plus confort. Un peu plus confort. Et puis ça rejoint aussi ce qu'on essaie d'installer aussi chez Ras Hanout de plus en plus, c'est d'essayer de prendre le temps, d'avoir le temps. Parce que genre, des fois on était en mode, on est en septembre, on fait une pièce en décembre, allez tac, on y va. On y va. Voilà. Alors évidemment c'est stressant, c'est usant, et ça ne permet pas d'aller... et c'est un état d'esprit assez particulier. Ça fait un peu comme une maison de quartier culturel, c'est que c'est assez spontané, qu'on ne retrouve pas forcément dans les lieux culturels. Il faut introduire, ça doit passer, enfin voilà, il y a tout un processus. Là, tu peux arriver au mois de septembre et créer un spectacle pour début octobre.
Il y a Bah, un c'est le cas, aspect- par exemple là, il y a le Mémoire du Rif qui est joué à Varkapoun, ça a commencé, c'est 2 mois, c'est 2 mois de travail. Mais c'est des questions, des choses qui me questionnent, parce que en fait au plus on va aller prendre le temps d'en professionnaliser, d'en structurer, au moins on est ouvert à Ouais, des c'est choses qui ça, peuvent arriver c'est nulle ça. part. Il y Et a donc un c'est des co- questions qui commencent à me Ouais. poser, moi, l'institutionnalisation, la professionnalisation. Enfin, je me dis, est-ce que je suis pas en train de me déconnecter? C'est ça. Parce qu'à la base, vous avez quelque part un lieu qui est un peu ouvert à toute Ouais, expérimentation. Ça Ouais. reste un lieu laboratoire Ouais. qui devrait, en tout cas, ce que est censé normalement être un lieu culturel, c'est tester des choses. Et j'ai l'impression que dans l'épicerie, vous avez cet Ouais. état d'esprit-là. En fait, il y a les deux temps. Donc, donc toutes les activités sont ouvertes à tout le monde. Et donc, il y a des activités qui sont plutôt régulières, de théâtre impro. Et puis, il y a des activités où c'est ponctuel. Donc, le jeudi, 18 à 20, tu peux venir faire une semaine sur 2 un atelier théâtre, sans, voilà, juste une fois. Puis, si tu veux revenir, tu reviens, etc. Et puis, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on ne communique pas qui sont pour de l'interne. Une fois Ok. que les gens sont dans les circuits, ils ont fait une pièce ou deux, alors qu'est-ce qu'on leur propose? Pas forcément de refaire la même chose. Et donc c'est là où on essaie de travailler la technique, le jeu d'acteur, mais aussi d'avoir aussi des approches individuelles pour imaginer des projets qui peuvent émerger dans 2-3 ans. C'est ça. Et C'est donc ça. là, on parle vraiment des individus, Ouais, ce c'est qu'ils ça. ont envie de développer. C'est une période de recherche. Ouais. Ouais, c'était ma question suivante. Donc il y a quand même cette période de recherche, de réflexion avant d'aboutir à Ouais, un spectacle. Bruxelles, est-ce que c'est une ville qui t'inspire? à fond. À fond. Bruxelles, c'est ma ville. Je crois que c'est. Le sang du canal coule dans mes veines. Non, mais je crois que c'est ce qui me définit le plus, quoi. Et en même temps, cette identité, elle est, voilà, elle dit qu'elle est bruxellaire, elle est Rashanout, elle est très créole, elle est très. Et donc c'est ça qui est intéressant. Il y a le Bruxelles, quand Bruxelles-Bruxello, qui est. Tout ça ne rendra pas le Congo. Et il y a Bruxelles d'aujourd'hui. Et donc, c'est de voir la ville comme elle est. Et c'est pour ça que, par exemple, dans mes chroniques sur BX1, je dis bonjour, Kedah, salam alaikum. Ok. Et alors, moi, je fais l'effort d'apprendre plein de mots, je ne comprends pas. Donc, moi, si je dis un mot en arabe que quelqu'un ne comprend pas, il peut faire l'effort de l'apprendre aussi. Et c'est ça Bruxelles. Bah, bien sûr, mais j'apprends plein de choses. On a appris à dire Elio di Rupo. On ne dit pas di Rupo. On a appris. Vous ne savez pas, on apprend. Bah, donc, et ça, c'est aussi une vision. C'est là où on voit aussi la place qu'on accorde aux cultures et aux langues. Parce qu'il y en a qui sont légitimes, aux yeux de certains, et d'autres moins. Et puis voilà, les immigrations flamandes, italiennes, grecques, turques, marocaines, etc. Et donc, c'est une ville qui a une identité plurielle et qui peut davantage encore rayonner à un niveau européen et mondial. Pas que, enfin moi, par exemple, je vais dans des villes à l'international, je dis, ça c'est le quartier de Chinatown. C'est génial, tu vois, il y a plein de choses qui s'y passent ici. Et ici, on voit ça, on stigmatise ça un peu, tu vois, genre c'est le ghetto. Fameuse cloche. Ouais. Peut-être dernière question. Ouais, pardon. Toi, en tant que... comment tu vois Bruxelles dans 10 ans 2030, par exemple, Bruxelles, c'est quoi pour toi? C'est pas une question qui me travaille trop. Je suis plus en train de me poser, vraiment, et c'est le sens de recherche de certains projets, dans 40-50 ans. Parce que 10 ans, je pense qu'il n'y aura pas grand-chose non plus qui aurait changé. Je pense qu'on voit déjà un peu la tendance de ce qu'il va y avoir dans 10 ans, et que ces tendances vont s'accélérer, que ce soit au niveau de l'aménagement de la ville, que ce soit au niveau de la sociologie, au niveau culturel, etc. Mais là, par exemple, je démarre un projet sur la choule de Molenbeek. La choule, c'est une ancienne synagogue qui avait à Molenbeek, à 7 minutes de l'épicerie. Et quand je plonge dans l'histoire de cette commune, je vois, par exemple, à un moment donné, 40-50% de la ville était italienne. C'était des gens d'origine italienne. Et il y avait les cafés des Italiens là, qui ont fermé il n'y a pas longtemps, qui sont voilà. Et donc je me dis, tiens, cette ville, qu'est-ce qui se passe dans 40-50 ans? Parce qu'à notre échelle, jour après jour, on ne se rend pas forcément compte des changements, mais l'histoire, le propre de l'histoire, c'est d'évoluer. Et donc je me demande ce que ça sera dans 40-50 ans, et je pense que ça sera vachement différent. Peut-être que je ne serai plus là pour le voir,
Mais je suis curieux en tout cas. On est tous curieux. Merci d'avoir accepté cette invitation. Avec plaisir. Pour nous, on se retrouve dans notre prochaine émission avec un nouvel invité. Merci, Salim.